Ma meilleure amie m'a piqué le prénom que je réservais à mon futur bébé, alors je me suis vengée sur l'héritage de sa propre fille. Je sais que tu avais parlé de Céleste, mais Ryan et moi, on a eu un vrai coup de cœur, a lancé Jenna à sa baby shower, posant fièrement la main sur son ventre déjà bien rond. Tu comprends, non? De toute façon, tu n'es même pas enceinte pour l'instant. Je suis restée là, figée, avec mon cadeau sur les genoux, un kit cousu main orné de constellations, choisi exprès parce que Céleste signifie céleste. J'avais confié ce prénom à Jenna il y a 5 ans, la nuit où maman est morte. Ma mère m'avait toujours dit que si elle avait eu une autre fille, elle l'aurait appelée Céleste. Alors pour moi, ce nom était sacré. Bien sûr, Jenna savait très bien tout ça. Tu pourras toujours l'utiliser en deuxième prénom ou quelque chose comme ça, a-t-elle repris nonchalamment en servant du gâteau. Les invités ont échangé des regards embarrassés. Tout le monde savait que Jenna et moi, c'était fusionnel depuis la fac. Et tout le monde savait aussi que ça faisait des années que j'essayais d'avoir un enfant, alors qu'elle était tombée enceinte presque tout de suite. Oui, bien sûr, j'ai réussi à répondre. C'est un prénom superbe. Qu'est-ce que je pouvais dire de plus? Foutre un scandale à sa baby shower? Lui demander de changer? Le mal était fait. 2 mois plus tard, la petite Céleste naissait. Jenna envahissait Insta de photos et publiait « Notre petite étoile à tout bout de champ », reprenant à la lettre le thème céleste dont je lui avais parlé, la déco de chambre que j'avais imaginée, même les shootings mensuels avec des motifs d'étoiles dont j'avais rêvé. Elle s'est tout appropriée. 4 mois après la naissance de Céleste, enfin, mon test de grossesse vire au positif. J'en ai parlé uniquement à Dean, mon mari. Jenna n'a rien su. Elle me bombardait de messages en cherchant à savoir pourquoi je prenais mes distances. À la 2e écho, on apprend qu'on attend une fille. Dean a pris ma main. Et si on l'appelait Éléonore, le prénom de ta grand-mère? Peut-être, j'ai murmuré, mais mon esprit était ailleurs. 2 semaines plus tard, je croise Diane, la belle-mère de Jenna, au supermarché. On s'était déjà parlé 1000 fois lors des événements chez Jenna. Je lui demande comment va Jenna par politesse. Diane se fige. Elle va bien, mais je n'arriverai jamais à comprendre pourquoi elle n'a pas donné à sa fille le prénom de ma mère. 100 ans de tradition balancée comme ça. Margaret Rose. Toutes les aînées portent ce prénom chez nous, mais pour Jenna, c'est soi-disant ringard. Je connaissais toute l'histoire. Ryan voulait perpétuer la tradition. Sa grand-mère avait proposé de payer les études pour peu que le prénom soit transmis. Diane ramenait le sujet sur le tapis à chaque occasion. Jenna en rigolait souvent, disait que c'était son prénom cauchemar, car Diane ne lâchait jamais l'affaire. C'est pourtant un très beau prénom, ai-je répondu prudemment. Il a une vraie histoire. Les yeux de Diane se sont embués. Ma mère s'appelait Margaret Rose. Moi aussi, même si on m'appelle Diane. La sœur de Ryan voudrait perpétuer la tradition, mais elle n'est même pas mariée, alors peut-être que tout s'arrêtera avec moi. J'ai raconté la scène à Dean le soir même. Il a levé un sourcil soupçonneux. Tu ne songerais quand même pas à... J'ai juste haussé les épaules. L'air de rien. Margaret Rose. Tu trouves pas? C'est tellement élégant, indémodable. On pourrait l'appeler Maggie. Mais pour être honnête, à force d'y penser, j'en suis tombée amoureuse. Plus je le murmurais, plus il s'imposait. Margaret Rose, Maggie, la classe sans être coincée, doux et fort en même temps. Exactement tout ce que Jenna disait détester et moi j'adorais. On n'a rien annoncé à personne jusqu'à la naissance. Quand Margaret Rose est arrivée en pleine forme, j'ai simplement partagé une photo avec son prénom. Pas d'explication, pas de tag, juste une annonce sobre. Mon portable s'est mis à vibrer non-stop. Jenna a tenté de m'appeler 15 fois, sans réponse. Elle m'a envoyé « Sérieusement ?» Puis « Tu sais parfaitement ce que ça signifie dans la famille de Ryan. » Suivi de « Tu n'as strictement aucun lien avec eux. » Et enfin « Rappelle-moi. » Je n'ai répondu qu'une fois. « Félicitations pour ta Céleste. Je pense que tu comprendras, Dean et moi sommes juste tombés amoureux de Margaret Rose. Tu avais raison. Les prénoms n'appartiennent à personne. Merci de m'avoir appris ça. » Le vrai raz-de-marée a commencé avec Diane. La mère de Ryan nous a envoyé un superbe hochet ancien en argent qui appartenait à la toute première Margaret Rose. Elle était ravie que la tradition revive par une petite fille, de cœur. Elle nous a aussi offert de vieux vêtements de famille, des photos, une robe de baptême brodée que toutes les Margaret Rose avaient portée depuis un siècle. Jenna était verte de rage. Elle ne parle que de ta fille à chaque repas de famille, m'a-t-elle écrit. Mais c'est comme ça. Maggie a vraiment été adoptée par leur clan, au point que Diane nous convie à tous les repas de fête. Maggie sur un piédestal, tandis que Jenna fulmine à côté. Ce qui nous a le plus scotché, ça a été le courrier de la doyenne de la famille, qui annonçait qu'un fonds en fiducie était ouvert au nom de Maggie pour ses 1 an, pile comme promis pour chaque Margaret Rose. 3 jours plus tard, Diane m'appelle, même pas un bonjour. Il fallait absolument qu'on vienne au déjeuner du dimanche, pour que Maggie rencontre tous ses petits cousins et voit la collection de photos de famille. J'ai dit oui, par curiosité. Dean, quand j'ai raccroché, m'a regardé d'un air tout sauf convaincu. Le dimanche a filé, et voilà Maggie dans son cosy, direction chez Diane. Je n'en menais pas large. La maison était pleine à craquer de la famille de Ryan. Tante, oncle, cousin vus à peine au mariage de Jenna.
Tout le monde voulait porter Maggie, la prendre en photo et rappeler combien c'était formidable qu'elle reprenne le flambeau. Diane avait exposé toute une galerie de portraits de chaque Margaret Rose depuis les années 1920. C'était à qui trouverait le plus de ressemblance avec Maggie. La mère de Ryan s'est même lancée dans l'arbre généalogique, comme si je faisais déjà partie de la famille. Et, franchement, même si je savais pourquoi, ça faisait du bien d'être accueillie comme ça. J'ai alors aperçu Jenna, recroquevillée dans un coin du salon, Céleste sur les genoux, plongée dans son téléphone sans dire un mot. Elle n'a levé la tête qu'une seule fois, quand un éclat de rire a fusé après une remarque de Diane sur Maggie. Son regard m'a glacée et peinait bien plus fort que je ne l'aurais cru. La sœur de Ryan m'a rejointe devant les photos et a lâché, sans détour. C'est bien que certaines traditions familiales aient encore de l'importance pour quelqu'un. Et tout le monde s'est figé dans la pièce. Je n'avais qu'une envie, disparaître sous terre. J'avais espéré voir Jenna malheureuse, mais la réalité me paraissait tout à coup beaucoup plus lourde. Diane a tenté de détendre l'atmosphère en proposant une seconde part. Quelques conversations ont timidement repris, mais la tension restait bien présente. Environ 1 heure plus tard, Jenna s'est levée brusquement, prétextant que Céleste était grognon et qu'il valait mieux rentrer. Ryan semblait perdu, surtout que Céleste dormait paisiblement, mais il n'a rien dit et a commencé à rassembler leurs affaires. Je les ai suivis dehors sous prétexte de les aider à porter les sacs jusqu'à la voiture, alors que, dans le fond, j'espérais secrètement que Jenna m'adresse un mot. Elle a soigneusement évité mon regard pendant que Ryan installait le siège auto et rangeait le sac. Puis, quand elle est montée côté passager, j'ai compris qu'elle pleurait, qu'elle essayait de le cacher sans grand succès. Ryan a refermé la portière, m'a jeté un regard entendu avant de prendre le volant, et ils sont repartis, me laissant planter dans l'allée avec un plat à gratin dans les bras, que quelqu'un venait de me confier. C'est la première fois, depuis que j'avais annoncé le prénom de Maggie, qu'un autre sentiment m'a envahi. Une boule dans le ventre qui ressemblait furieusement à de la culpabilité. Je suis retournée finir le dîner, sourire aux lèvres et remerciant pour tous les compliments sur Maggie, mais l'image de Jenna en larmes me hantait. Sur le chemin du retour, Dean a abordé prudemment le sujet, me demandant si j'étais vraiment à l'aise avec la tournure des événements. J'ai répliqué sèchement que Jenna n'avait eu que ce qu'elle méritait, après m'avoir volé le prénom que je lui avais confié, le soir où ma mère était morte. Il n'a rien ajouté, s'est contenté d'hocher la tête, et son silence m'a encore plus dérangée que s'il m'avait contredite. Les jours suivants, mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer. Les messages de nos amis communs affluaient, la moitié se félicitant de mon coup du Margaret Rose, avec des émojis morts de rire et assurant que Jenna l'avait bien cherché, l'autre moitié me reprochant d'être allée trop loin, qu'une vengeance pouvait se comprendre mais que mêler toute la famille de Ryan et une histoire de fond en fidéicommis, c'était exagéré. Tout le monde voulait savoir combien il y avait exactement dans ce fond, et si Diane était au courant que tout avait été prémédité. J'ai vite compris que, de simples querelles personnelles, la situation était devenue un petit feuilleton dans notre groupe d'amis, chacun y allant de son commentaire comme si on était les héros d'un drame télévisé. Ça me retournait l'estomac, et j'étais incapable d'expliquer ce dégoût à Dean, qui me demandait pourquoi je fixais mon téléphone d'un air si contrarié. Puis la sœur de Jenna m'a envoyé un message pour demander si on pouvait se voir, m'expliquant que Jenna n'allait pas bien du tout, et que la famille s'inquiétait d'une possible dépression postpartum. J'ai longuement contemplé ce message, avant de me décider à accepter un café avec elle, convaincue que je n'étais pas un monstre, et que je pouvais au moins écouter, même si je continuais d'en vouloir à Jenna. On s'est retrouvés dans un petit café entre nos maisons, où sa sœur est allée droit au but. Elle m'a confié que Jenna passait son temps à pleurer, qu'elle ne participait plus aux réunions de famille avec Ryan, et qu'elle s'excusait encore et encore pour cette histoire de prénom, même s'il était maintenant trop tard pour changer quoi que ce soit. Elle m'a demandé s'il existait un moyen d'arranger la situation, et franchement, je ne savais pas quoi lui répondre. Je tournoyais mon café en imaginant à quoi pourrait ressembler une forme de réparation, alors que tout semblait déjà figé, le prénom gravé, le fond ouvert. Sa sœur est repartie au bout d'une demi-heure, déçue de ne pas trouver de solution miracle, et sur le chemin du retour, je me suis demandé si j'avais vraiment gagné, quoi que ce soit dans tout cela. Ce vide qui me rongeait devenait de plus en plus insupportable, à tel point que j'ai fini par dire à Dean qu'il serait peut-être temps de consulter quelqu'un. Il m'a trouvé une psy, Adriana Moses, bien notée et disponible rapidement. Je suis allée à ce premier rendez-vous sans trop savoir ce que j'allais dire, mais Adriana m'a tout de suite mise en confiance avec une question toute simple. Pourquoi j'étais là? Je lui ai tout raconté, de Jenna qui m'avait volé Céleste au choix du prénom Margaret Rose, puis l'annonce du fond. Elle m'a écoutée sans jamais juger, sans me donner raison ni tort. Lors de la séance suivante, elle m'a demandé ce que j'espérais réellement tirer de toute cette histoire, et il m'a fallu un long silence avant de comprendre. Je voulais surtout que Jenna comprenne combien elle m'avait fait mal, qu'elle ressente ce que l'on éprouve quand on se fait voler quelque chose d'essentiel. Mais assise dans son cabinet,
Je ne pouvais plus nier qu'humilier Jenna publiquement n'avait rien à voir avec obtenir réparation et que j'étais peut-être allée bien trop loin. La satisfaction attendue ne venait pas. À la place, je revoyais Jenna en pleurs dans l'allée et je me demandais si, finalement, je n'étais pas devenue la méchante de l'histoire. Peu après, Diane m'a appelé pour nous inviter à Thanksgiving, précisant bien que c'était une tradition incontournable pour la famille Margaret Rose et que Maggie devait absolument être là. Dean m'a proposé de refuser pour éviter une nouvelle confrontation avec Jenna, mais je n'ai pas pu m'y résoudre. L'attachement réel de Diane pour Maggie n'avait rien de forcé ni de calculé, et décliner son invitation m'aurait paru injuste, même si je savais que la présence de Maggie serait une blessure supplémentaire pour Jenna. J'ai dit à Dean qu'on irait et qu'on ferait face, même si rien que d'y penser me nouait déjà l'estomac. Comme je m'y attendais, l'ambiance chez Diane pour Thanksgiving était tout sauf détendue. Dean et moi sommes arrivés pile à l'heure, Maggie habillée en petite dinde comme Diane l'avait expressément demandé. Toute la maison était envahie par le parfum de la dinde rôtie et de la tarte. Et à peine avais-je passé le seuil que Diane s'est littéralement emparée de Maggie, rayonnante d'enthousiasme devant sa précieuse Margaret Rose, et pressée de la présenter à tout le monde, comme un véritable trésor. La famille de Ryan était au grand complet, le salon et la salle à manger bourrés de tantes, d'oncles et de cousins déjà croisés auparavant, chacun trouvant Maggie absolument adorable, la traitant en véritable invitée d'honneur. Diane avait même préparé une chaise haute ornée d'une banderole dorée avec l'inscription « Notre petite Margaret Rose ». J'ai intercepté un regard de Dean qui voulait tout dire. La situation avait clairement pris une ampleur inattendue, mais on a joué le jeu. L'excitation de Diane était contagieuse, même si tout le reste paraissait franchement étrange. Une heure s'est écoulée sans le moindre signe de Jenna ou de Ryan. Diane ne cessait de jeter des coups d'œil inquiets sur son téléphone et vers la porte. Lorsqu'ils ont fini par arriver, il était presque 2 heures, avec 1 heure de retard. Jenna avait l'air à bout et Ryan sur les nerfs. Ryan portait Céleste en pleurs et Jenna fuyait soigneusement tous les regards. Diane n'a pas tardé à demander d'un ton pincé, propre aux mères agacées, mais qui veulent garder la face devant tout le monde, ce qui les avait retenus aussi longtemps. Ryan a marmonné une histoire de sieste de Céleste à respecter, mais j'ai bien vu la mâchoire de Jenna se contracter. Ce n'était manifestement pas la vraie raison. Ils se sont installés à l'extrémité de la table et l'ambiance, tendue au possible, m'a coupé l'appétit. Jenna repoussait machinalement la nourriture dans son assiette pendant que Ryan fixait obstinément sa nappe, et chaque fois que Diane évoquait Maggie ou la fameuse tradition des Margaret Rose, Jenna semblait se raidir un peu plus. À moitié repas, Céleste a éclaté en sanglots, et Jenna s'est levée d'un bond, déclarant qu'il était temps de partir. Ryan a tenté de négocier pour qu'ils restent au moins jusqu'au dessert, mais Jenna rassemblait déjà leurs affaires et filait vers la porte. J'ai saisi l'occasion de sortir, prétextant devoir prendre quelque chose dans la voiture, et c'est ainsi que j'ai assisté à une scène entre Diane et Ryan au pied de la voiture. Diane lui a demandé sans détour pourquoi il ne restait jamais jusqu'au bout, pourquoi il y avait toujours une excuse pour filer, la voix brisée comme si elle connaissait déjà la réponse, mais avait besoin de l'entendre de sa bouche. Ryan avait l'air à bout, debout là, le siège auto de Céleste dans une main, balbutiant à nouveau des histoires de sieste imprévisibles et de nuits trop courtes, mais personne n'était dupe. Tout le monde savait que l'explication se trouvait dans le salon, déguisée en petite dinde et célébrée comme la princesse de la famille, pendant que la fille de Jenna passait presque inaperçue. En remontant dans la voiture, Dean m'a demandé si ça allait. J'ai simplement répondu que je n'en savais rien. 2 jours plus tard, alors que je changeais Maggie, mon téléphone a sonné, un numéro inconnu mais local. J'ai hésité puis décroché, poussée par une intuition. La voix, légèrement tremblante mais chaleureuse, s'est présentée. C'était Aurélia, la grand-mère de Ryan. Elle m'a expliqué que Diane lui avait passé mon numéro, espérant que ça ne me dérangerait pas, mais qu'à 87 ans, elle tenait absolument à rencontrer le bébé qui portait son prénom tant qu'elle le pouvait encore. Elle l'a dit sans détour, avec une simplicité désarmante, comme si elle parlait d'une chose banale et non de la fin qui approche, ce qui m'a bouleversée. Elle a demandé si elle pouvait venir prochainement, pourquoi pas cette semaine, et sa sincérité m'a touchée au point que je n'ai pas pu imaginer lui dire non. Sans réfléchir, j'ai proposé le jeudi après-midi et lui ai donné notre adresse. Puis en raccrochant, j'ai réalisé que j'en avais les mains qui tremblaient. Dean, intrigué, m'a demandé qui venait d'appeler. J'ai évoqué la visite d'Aurélia, ce qui lui a valu un regard sceptique et la question fatidique. « Tu te sens prête ?» Je n'en savais rien. Je ne savais même pas à quoi j'aurais dû me préparer. Mais j'ai répondu oui, parce que refuser à une femme de 87 ans la rencontre de celle qui perpétue son prénom me semblait tout bonnement inconcevable. Peu importe le chemin qui nous avait menés là. Le jeudi est arrivé plus vite que prévu. J'ai passé la matinée à briquer la maison comme si Aurélia allait inspecter chaque centimètre au peigne fin. Dean est rentré plus tôt du travail pour l'occasion et quand la sonnette a retenti à 14h pile, mon cœur a raté un battement, comme à l'arrivée d'une invitée de marque.
Aurélia était minuscule, à peine 1,50 m sous la toise, les cheveux blancs tirés en chignon soigné et des yeux bleus qui semblaient tout saisir en un clin d'œil. Elle avançait lentement, appuyée sur sa canne, et a décliné l'aide de Dean pour s'installer sur le canapé, lançant d'un ton vif « Je ne suis pas encore morte, je peux me débrouiller toute seule ». À peine assise, je lui ai amené Maggie, et j'ai vu son visage se transformer. Elle a ouvert les bras, j'y ai posé ma fille, et Aurélia a fondu en larmes, silencieuse, les joues baignées de tendresse alors qu'elle contemplait Maggie. Avec une délicatesse incroyable, elle a caressé son visage, effleurant chacun de ses traits, puis a murmuré qu'elle retrouvait en elle le visage de la toute première Margaret Rose, bébé. Elle s'est lancée alors dans un récit ininterrompu, dont je n'aurais jamais rêvé entendre pareille intensité. Elle m'a parlé de sa mère, la Margaret Rose née en 1920, de la traversée de la Grande Dépression, de cette idée que porter ce prénom, c'était incarner la force d'une rose, tout en ayant la stabilité de Marguerite d'Antioche, et que cette force avait permis à sa famille de tenir le coup dans les moments les plus rudes. Elle a évoqué à quel point avoir hérité ce prénom l'avait marquée, pourquoi elle se faisait appeler Aurélia pour éviter les confusions, et la façon dont la lignée s'était poursuivie, de mère en fille, jusqu'à Diane. Elle a expliqué ce que c'est d'endosser un prénom de génération en génération, à travers guerre, souffrance et petit bonheur, chaque Margaret Rose laissant sa propre empreinte tout en perpétuant l'histoire familiale. Elle n'a pas quitté Maggie des bras, la berçant doucement, partageant des souvenirs de mariage, d'enterrement, et même de simples mardis devenus spéciaux simplement parce qu'ils avaient été vécus par une Margaret Rose. Quand Aurélia m'a finalement rendu Maggie, elle m'a pris la main et m'a remercié d'avoir redonné vie à ce prénom, de l'avoir préservé pour qu'il ne disparaisse pas avec sa génération. J'ai alors ressenti tout le poids de ce que cela représentait, et ce n'était plus une affaire de vengeance, ni de Jenna, ni de toutes les raisons qui m'avaient poussé à le choisir au départ. Après le départ d'Aurélia, j'ai tenu 10 minutes avant de m'effondrer en larmes. Des larmes incontrôlables, les vraies, celles qui coupent la respiration, où le nez coule et où, même avec la meilleure volonté du monde, on n'arrive pas à se reprendre. Dean m'a retrouvée assise sur le carrelage de la salle de bain et s'est installé près de moi, me serrant contre lui pendant que j'étouffais mes sanglots dans sa chemise. Je lui ai avoué que j'avais choisi ce prénom dans l'idée de blesser Jenna, pas pour perpétuer le souvenir d'un siècle d'histoire familiale, ni pour transmettre une part de ce qui comptait tant pour des gens que je n'avais jamais rencontrés. Il m'a caressé le dos, me laissant pleurer tout mon soûl. Et quand enfin j'ai pu reprendre mon souffle, il m'a dit que ce prénom pouvait porter les deux significations à la fois, qu'on pouvait l'avoir choisi pour de mauvaises raisons, tout en y attachant aujourd'hui quelque chose de beau, et que les intentions et les conséquences ne faisaient pas toujours bon ménage. Je lui ai demandé comment vivre avec ça, comment accepter d'avoir transformé une chose précieuse en arme, et il m'a simplement répondu, comme tout le monde vit avec ses erreurs, en essayant de faire mieux la prochaine fois. Je n'étais pas persuadée de le croire, ni même d'être capable de dissocier vengeance et transmission, mais je l'ai laissé me serrer fort parce que je n'avais pas la moindre idée de ce que je devais faire d'autre. Une semaine plus tard, l'avocat du fond s'est manifesté, se présentant sous le nom de Fabian Painter, nous expliquant qu'il devait nous rencontrer pour quelques questions administratives. On a pris rendez-vous dans son cabinet pour le mardi suivant, et ce jour-là, Dean et moi sommes arrivés, Maggie à l'arrière, tous les deux nerveux et tendus. L'étude de Fabian était installée dans l'un de ces vieux immeubles du centre, boiseries sombres et fauteuils en cuir imprégnés d'odeurs de livres anciens. Il avait dans les 60 ans, cheveux gris, lunettes glissées au bout du nez, et il a étalé devant nous une pile de documents impressionnants. Il nous a expliqué qu'Aurélia avait créé ce fonds il y a près de 20 ans, à la naissance de Ryan, pour protéger celui ou celle qui ferait vivre le nom Margaret Rose. L'argent avait eu le temps de fructifier, soigneusement géré, et pesait à présent un peu plus de 200 000 $. Fabian a détaillé chaque clause. Maggie pourrait s'en servir pour ses études, créer son entreprise ou acheter un logement, avec des versements prévus à 18, 25 et 30 ans. Il a précisé qu'Aurélia avait été très claire. Elle voulait que cet argent aide la nouvelle Margaret Rose à bâtir sa vie et à profiter de chances que n'avaient pas eues les générations précédentes. À mesure qu'il déroulait ses explications, je sentais la situation m'échapper. Le cadeau reçu portait la trace de mes plus mauvais choix. Sous la table, Dean a serré ma main, j'ai serré la sienne, et on a signé tous les papiers qui assuraient l'avenir de Maggie tout en alourdissant ma culpabilité. 3 mois ont passé sans aucune nouvelle de Jenna, et j'ai fini par croire que notre vie ressemblerait désormais à ça. 2 anciennes amies qui s'évitent dans une petite ville. Jusqu'au soir où mon téléphone a vibré, un message de Jenna, on peut parler. Pas de point d'interrogation, aucune explication, seulement ces 3 mots qui m'ont fait battre le cœur à tout rompre. Je suis restée 20 minutes à contempler l'écran, à relire le message en boucle, le pouce indécis sur le clavier. Dean, voyant mon trouble, m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai montré le texto, et il m'a répondu que je devais faire ce qui me semblait juste, qu'il me soutiendrait quoi que je décide. Finalement,
J'ai accepté de la voir, mais j'étais si nerveuse que j'ai dû réécrire ma réponse 2 fois pour corriger les fautes. Elle a aussitôt proposé qu'on se retrouve au parc de la rivière, à mi-chemin entre nos maisons, le lendemain à 10 heures. J'ai accepté et le reste de la nuit s'est étiré sans sommeil, l'esprit plein de scénarios et de répliques imaginaires. Le parc était désert ce matin-là, à part quelques joggeurs et un vieux monsieur promenant son chien. J'ai poussé la poussette de Maggie sur l'allée jusqu'à apercevoir Jenna, arriver de l'autre côté, avec celle de Céleste. On s'est arrêtés à distance, comme si on avait besoin de cette marge de sécurité. Les 5 premières minutes, silence complet, on faisait les 100 pas avec les poussettes, cherchant à bercer les filles et à éviter le regard de l'autre. Je fixais le sol, les arbres, tout sauf le visage de Jenna, et je voyais bien qu'elle faisait pareil. Puis elle a pris une grande inspiration et a dit qu'elle était désolée, vraiment désolée, et les mots sont sortis d'un coup, comme s'ils la brûlaient depuis des jours. Elle m'a expliqué qu'elle n'avait pas compris ce que ce prénom représentait pour moi avant de me voir prendre ce qui était le plus cher à la famille de Ryan, avant de ressentir ce que ça faisait de se faire arracher quelque chose de précieux. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot et j'ai enfin levé les yeux. J'ai vu qu'elle avait pleuré avant même d'arriver. J'aurais aimé rester en colère, continuer de m'accrocher à la rage qui m'avait portée ces derniers mois, mais à la voir là, avec ses yeux gonflés et ses épaules basses, la colère s'est dissipée. Je lui ai dit que j'étais désolée moi aussi. Les mots me semblaient étranges dans ma bouche, mais sincères. Je lui ai avoué que j'avais cherché à lui faire du mal, parce qu'elle m'en avait fait, et que j'y étais arrivée, mais que ça ne m'avait rien apporté. Elle s'est remise à pleurer, et moi aussi. Alors on est restés comme ça, au milieu du parc, nos filles endormies chacune dans leur poussette, toutes les deux en larmes à cause du bazar qu'on avait créé. Céleste a bougé, Maggie a fait un petit bruit, mais aucune ne s'est réveillée, insouciante alors que leur mère se retrouvait émiettée à quelques mètres l'une de l'autre. J'ai sorti des mouchoirs du sac allongé, j'en ai tendu un à Jenna, on a un peu ri, gênés par le ridicule de la situation. 2 adultes qui pleurent dans un parc par un matin de semaine. Quand la tension est retombée, Jenna a repris la parole, plus assurée cette fois. Elle m'a confessé avoir choisi le prénom Céleste par pur réflexe de jalousie, à l'égard de la relation que j'entretenais avec ma mère, agacée de voir que j'avais des histoires et des liens qui comptaient, alors qu'elle connaissait surtout la distance et les reproches. Elle cherchait désespérément à s'approprier, à ressentir ce genre de choses, quelque chose qui ait du sens, sans jamais se demander ce que cela pouvait représenter pour moi, ni envisager que, moi aussi, j'aurais peut-être une fille un jour. Elle a parlé d'égoïsme et d'inconscience. Elle a reconnu que cela n'excusait rien, mais qu'au moins cela expliquait un peu la situation. Je l'ai écoutée. J'ai senti que quelque chose bougeait en moi. Pas vraiment du pardon, mais une compréhension qui s'installe quand on saisit la part d'ombre de l'autre et qu'on se rend compte qu'on n'est peut-être pas si différent. Je lui ai dit que je comprenais, que j'avais moi aussi fait une chose similaire, mais dans l'autre sens, pris quelque chose qui comptait pour elle, sans me soucier de ceux que ça pouvait atteindre autour. Nous sommes restés sans un mot, perdus dans le silence à regarder nos filles endormies, et je me suis rappelé combien il était facile de transformer des prénoms nés de l'amour en véritables armes de représailles. Au bout du compte, nous avons vraiment parlé, longtemps, presque 2 heures, comme avant que tout ne parte en vrille. Nous étions d'accord pour reconnaître que notre amitié ne retrouverait sans doute jamais son éclat d'origine, qu'il y avait trop eu de blessures des 2 côtés, mais on voulait tenter de rester respectueuses, voire peut-être amicales un jour, qui sait. Après tout, nos filles allaient grandir ensemble dans le même quartier, elles se côtoieraient tôt ou tard à l'école. Jenna a tenu à ce que Céleste et Maggie ne trimballent pas nos rancœurs, qu'elles ne subissent pas une ambiance pesante qu'elles n'avaient pas choisie. J'ai acquiescé, c'était la moindre des choses, d'au moins réussir à être adulte pour elles, même si l'époque des meilleurs amis était derrière nous. En partant, Jenna a posé la main sur mon bras, j'ai serré la sienne en retour, et cette étreinte avait tout d'un adieu, et, à la fois, d'un nouveau départ. Ce soir-là, une fois rentrée, Dean a levé les yeux vers moi en donnant à manger à Maggie. J'ai immédiatement vu à son expression muette qu'il attendait de savoir comment cela s'était passé. Je me suis assise à la table et je lui ai tout raconté. Les larmes, les excuses, la promesse qu'on essaierait d'être, au moins, décemment cordial devant nos filles. Il a posé la cuillère, a pris ma main, et j'ai senti la tension qui le quittait, comme s'il portait ce fardeau à ma place depuis des mois. Il a confié qu'il n'aimait pas me voir prisonnière de cette colère, que je changeais sans même m'en apercevoir. Pour lui, Maggie méritait de grandir sans baigner dans ce conflit, sans porter le poids de l'amertume entre nous et la famille de Jenna. Je lui ai donné raison, même si une partie de moi se cramponnait encore au sentiment de revanche qui m'avait tant soutenue. 2 semaines après, Diane nous a appelés pour nous inviter à un dîner de Noël, annonçant qu'elle avait aussi convié Jenna et Ryan. Avant d'accepter, j'ai envoyé un message à Jenna pour m'assurer qu'elle voulait bien de cette cohabitation des 2 familles. Il lui a fallu 1 heure pour répondre, mais elle a fini par dire oui,
qu'il fallait bien se lancer à un moment ou un autre, et qu'avec un grand repas de famille, ce serait sûrement plus simple qu'en face à face. J'ai rappelé Diane pour confirmer, l'estomac noué rien qu'à l'idée d'affronter tous ces regards, guettant la moindre étincelle entre Jenna et moi. Le jour de Noël est arrivé, glacial et magnifique. Dean a pris le volant pour nous conduire chez Diane, Maggie bien calée dans son siège auto, toute souriante. Jenna et Ryan étaient déjà là, Céleste profondément endormie contre son père. Les premiers instants ont été empreints d'une politesse un peu forcée, chacun cherchant ses mots, marchant sur des œufs. Puis Diane s'est affairée auprès des deux bébés, passant de l'une à l'autre avec la même tendresse, gazouillant d'abord avec Céleste puis s'occupant de Maggie, et pour chacune une petite tenue de Noël cousue de ses mains. Je l'ai observée faire ses va-et-vient, prodiguant à chacune la même patience, le même amour, et j'ai senti une tension me quitter doucement. Son amour à elle ne s'économisait pas. Elle n'avait jamais vécu tout cela comme une compétition, même lorsque Jenna et moi avions tout transformé en rivalité puérile. Après le repas, Ryan est venu me chercher dans le couloir près de la salle de bain pour me demander s'il pouvait me parler. Nous nous sommes installés dans le bureau de Diane, il a refermé la porte derrière nous, puis il s'est tourné vers moi, les traits tirés. Il m'a remercié d'avoir eu cette discussion avec Jenna au parc, disant que ça l'avait vraiment soulagée, qu'elle redevenait elle-même. Il a avoué que toute cette histoire de prénom avait mis leur couple à rude épreuve, sa famille remettant inlassablement la question sur la table à chaque occasion, donnant à Jenna l'impression de ne jamais être totalement acceptée. J'ai vu l'émotion fissurer sa voix. Il avait eu peur que tout finisse par voler en éclats, que leur ressentiment brise vraiment leur mariage. Je lui ai dit combien je regrettais d'avoir utilisé la tradition familiale contre eux, que j'étais restée obsédée par la douleur de Jenna au point d'en oublier les conséquences sur lui, sur eux deux. Il m'a surprise en disant qu'il pouvait comprendre, que sa sœur aussi avait un jour réagi pareil, lors d'une ancienne dispute familiale. Il a ajouté que les histoires de famille sont toujours complexes, surtout dès qu'il s'agit de prénoms, de transmission et de ce que ces choix représentent en réalité. Nous avons encore partagé un silence là, dans ce petit bureau, et j'ai senti un nœud se défaire, comme si une tension latente s'apaisait enfin. Lors de ma séance suivante chez Adriana, ma psy, un mardi matin triste et pluvieux, je lui ai raconté ma conversation avec Jenna au parc, puis le Noël chez Diane, ce mélange de culpabilité et de colère qui persistait parfois. Elle s'est rapprochée, m'a dit qu'on pouvait tout à fait ressentir les deux, qu'il n'y avait rien à choisir entre elles. Jenna m'avait blessée profondément en s'appropriant quelque chose de sacré et j'avais riposté en utilisant la tradition contre elle. Aujourd'hui, il s'agissait de se reconstruire avec ses cicatrices, pas de les ignorer. Guérir, ce n'était pas faire comme si tout ça n'avait jamais existé, mais accepter la complexité de ce qui s'était passé entre nous, apprendre à avancer malgré tout. La visite des 6 mois de Maggie s'est déroulée la semaine suivante. Le pédiatre l'a mesurée, pesée, a assuré que tout allait à merveille. En mettant à jour le dossier, il a fait une remarque sur son prénom et m'a demandé si Margaret Rose était un nom de famille. J'ai hésité un instant avant de répondre « oui », car c'était vrai sur le papier, même si, à l'origine, c'était né d'une envie de revanche. Le prénom avait finalement pris une ampleur que je n'avais jamais envisagée au départ. Il s'était chargé de sens et d'existence bien au-delà de la rancune qui m'avait poussé à le choisir. Le médecin a esquissé un sourire en disant que c'était charmant, que les prénoms classiques étaient à nouveau tendance. Ce soir-là, une fois Maggie couchée, j'ai sorti le carnet tout neuf que je venais d'acheter et je me suis mise à écrire, en l'adressant à Maggie, pour lui expliquer avec des mots simples toute la subtilité de l'histoire de son prénom. Des mots qu'elle comprendrait, un jour, en grandissant. Je lui ai parlé de ma mère, du prénom Céleste et de la blessure que Jenna m'avait infligée en le donnant à sa fille. J'ai raconté cette rencontre inattendue avec Diane au supermarché, la découverte du rite des Margaret Rose, et comment, entre vengeance et vrai coup de cœur, j'avais retenu ce prénom. Je voulais qu'elle perçoive la beauté de son héritage familial, mais aussi toute la complexité, parfois un peu chaotique, de la manière dont elle était entrée dans cette histoire. Je tenais à ce qu'elle comprenne que les gens, comme leurs choix, sont rarement entièrement bons ou mauvais, jamais vraiment simples. 3 semaines plus tard, Jenna m'a envoyé un message pour un café, juste toutes les deux, cette fois sans larmes. On s'est retrouvées à mi-chemin, chacune poussant sa poussette, les petites bien protégées du froid de février. Notre discussion tournait autour du quotidien de maman. Rythme de sommeil, poussée dentaire, éruption mystérieuse des bébés. On a soigneusement évité le sujet des prénoms, comme si on contournait un obstacle que ni l'une ni l'autre n'avait envie d'affronter. Ce n'était pas encore de l'amitié à l'ancienne, mais ce n'était plus non plus de l'hostilité. On avait l'impression de ramasser les morceaux pour tenter quelque chose de neuf. Le mois suivant, Aurélia m'a appelé pour un déjeuner, juste entre nous, sans Dean ni Maggie.
On s'est retrouvés dans un petit resto près de chez elle, et elle a passé 2 heures à me raconter les histoires des 4 Margaret Rose qui avaient précédé ma fille, évoquant la force de sa mère pendant la Grande Dépression, sa propre enfance pendant la guerre, les traditions qui se transmettent malgré tout de génération en génération. Après le repas, elle a sorti une boîte en carton pleine de photos et de souvenirs de famille, des trésors conservés pour l'enfant qui porterait le prénom. Elle m'a tendu la boîte en disant que Maggie devait savoir d'où elle venait, même si la route n'avait rien eu de linéaire. Son œil pétillait quand elle a ajouté que parfois, l'univers avait ses raisons qu'on ne comprenait pas tout de suite. Le soir même, j'ai tout étalé sur notre lit pour montrer à Dean ce que contenait la boîte, alors que Maggie dormait dans son berceau. On a admiré ensemble les portraits de ces femmes qui avaient traversé guerre, paix et vie quotidienne sous ce même prénom. Il y avait là des lettres, des habits de bébé, une petite brosse en argent ayant appartenu à la toute première Margaret Rose. Dean a pris une photo d'une jeune Aurélia serrant sa fille dans les bras, les yeux embués. Il a murmuré que l'univers avait peut-être vraiment ses mystères, et qu'à travers ma vengeance, il avait rassemblé Maggie à ses racines, transformant la douleur en une histoire belle et solide. La semaine suivante, Sarah nous a envoyé un message pour inviter tout le groupe à l'anniversaire de sa fille, qui soufflait ses 2 bougies, en précisant que Jenna et Ryan seraient aussi là, une première depuis la fameuse histoire. Dean m'a demandé si je préférais éviter l'événement, mais j'ai répondu qu'on ne pouvait pas se fuir éternellement quand on habitait la même ville et qu'on avait les mêmes amis. La fête avait lieu dans un parc avec un château gonflable et une maquilleuse pour enfants. À notre arrivée, Jenna était déjà là, poussant Céleste sur une balançoire pour bébé. On s'est croisé un regard au-dessus de l'aire de jeu, un petit signe de la main maladroit, puis on s'est chacune repliée sur notre fille. J'ai passé quasiment toute la fête à échanger sur les nuits hachées et les dents qui percent avec d'autres mamans, en évitant soigneusement de m'approcher de Jenna. Au moment du gâteau, on s'est retrouvés côte à côte, un peu surveillés par les autres parents, mais on s'est simplement jointes au chant, à distribuer des petits morceaux de gâteau et essuyer les moustaches de crème de nos filles. En rentrant, Dean a remarqué que ça s'était mieux passé que prévu. J'ai opiné, même si moi, je n'avais pas réussi à me détendre un instant. 2 jours plus tard, Diane m'a appelé pour me demander si j'accepterais d'emmener Maggie à sa matinée hebdomadaire, de Mamis au café, le jeudi matin. Elle m'a expliqué qu'elles étaient 6 grands-mères à se retrouver pour montrer des photos de leurs petits-enfants et qu'elles rêvaient de présenter Maggie en vrai. J'ai hésité, trouvant la chose un peu étrange, mais son enthousiasme a fini par me convaincre de tenter l'expérience. J'ai donc habillé Maggie d'une petite robe fleurie qui appartenait à la première Margaret Rose, une tenue que Diane avait gardée précieusement. Au café, Diane m'a présenté à ses amis qui se sont tout de suite attendris devant Maggie, se la passant de bras en bras. Une femme m'a demandé quel lien j'avais avec Diane, et elle a répondu du tac au tac. « C'est ma belle-fille de cœur », une phrase qui m'a touchée autant qu'elle m'a troublée. Les dames se sont intéressées au prénom de Maggie, et Diane a raconté, rayonnante, toute la saga familiale. La voir ainsi exhiber ses photos et parler de Maggie avec autant de fierté m'a émue. J'en ai ressenti de la gratitude. Il ressortait enfin du positif de tout ce chaos, même si tout n'était pas net au début. La semaine d'après, Jenna m'a envoyé pour la première fois depuis des mois un message direct, me proposant qu'on organise une rencontre entre nos filles, juste toutes les 2, sans Dean, Ryan, ni la famille. J'ai fixé mon téléphone, sidérée par son geste. Une partie de moi avait envie de refuser, tant la gêne était encore présente, mais j'étais aussi curieuse de voir s'il restait une chance, même minuscule, de reconstruire quelque chose à partir des ruines de notre amitié. Je lui ai répondu que j'étais prête à essayer. On s'était donné rendez-vous le samedi suivant, dans un parc qui faisait office de terrain neutre, à mi-chemin entre chez elle et chez moi. Ce matin-là, en prenant la route, j'étais prise d'une nervosité étrange, sans trop savoir à quoi m'attendre ni comment me comporter. En arrivant, j'ai vu que Jenna était déjà installée, assise sur un banc avec Céleste dans la poussette. On s'est salué, puis on a installé une couverture sur l'herbe et posé les 2 bébés au milieu, avec quelques jouets pour les occuper. Les 10 premières minutes, on s'est surtout contenté d'observer les petites, échangeant à mi-voix sur Céleste qui voulait attraper tout ce qu'elle voyait, ou Maggie qui passait son temps à se retourner sur le ventre. Et puis, assez vite, on en est venu aux vraies galères. Aucune de nous n'arrivait à dormir plus de 3 heures d'affilée, et les pédiatres trouvaient toujours quelque chose à redire, comme si on faisait tout de travers. Jenna est partie dans un fou rire quand je lui ai raconté la débâcle des couches de Maggie au supermarché la semaine précédente, et j'ai éclaté de rire à mon tour en l'entendant évoquer sa virée à Target, durant laquelle Céleste avait hurlé sans interruption. On a soigneusement évité de s'aventurer sur les sujets sensibles. Pas un mot sur la polémique des prénoms, la famille de Ryan ou d'autres tensions, préférant se concentrer sur ce qui occupe nos journées avec des bébés. Au moment de partir, Jenna s'est levée et m'a prise dans ses bras, un geste qui, l'espace d'un instant, a rendu les choses presque normales, comme si, même si ce ne serait jamais vraiment comme avant, il y avait une possibilité de renouer quelque chose.
3 semaines plus tard, toute la grande famille de Ryan s'est retrouvée pour fêter les 88 ans d'Aurelia, dans une grande salle louée pour l'occasion. Dean et moi n'étions pas très sûrs d'y aller, c'était quand même une fête de famille. Mais Diane a insisté en nous assurant qu'Aurelia tenait mordicus à la présence de Maggie. Quand nous sommes arrivés, la salle débordait de monde, au moins 50 personnes, toute la famille réunie, toutes générations confondues. Aurelia, petite mais pleine de caractère, était installée au centre, fière sur son fauteuil avec une jolie robe violette et une couronne d'anniversaire. Après le déjeuner, quelqu'un a annoncé qu'il fallait rassembler toutes les Margaret Rose pour une photo de famille, et Aurelia m'a fait signe de m'approcher. Un photographe pro avait installé spots et fonds, et je me suis retrouvée avec Maggie dans les bras à côté de Diane et de 2 autres femmes que je ne connaissais pas. On nous a organisé par âge autour d'Aurelia, et, d'un coup, j'ai réalisé à quel point j'étais entrée dans cette vieille tradition, par un chemin totalement improbable. Aurelia a pris Maggie dans ses bras pour la photo, et la voir câliner ma fille avec un tel bonheur m'a noué la gorge. Après la séance, la sœur de Ryan m'a rejointe près de la table des desserts. Elle s'est présentée comme Nicole et a tenu à s'excuser pour ses remarques un peu piquantes lors de ce fameux premier dîner, juste après la naissance de Maggie. Elle m'a avoué qu'elle avait toujours rêvé d'appeler sa fille Margaret Rose, une envie qui remonte à son adolescence, mais que le bonheur d'Aurelia à accueillir ce prénom chez un nouveau-né qui poursuivrait l'histoire familiale lui avait fait comprendre que ce nom avait trouvé la meilleure place. Elle m'a dit que si elle avait des enfants un jour, elle choisirait autre chose, et j'ai senti qu'elle était sincèrement apaisée. Je l'ai remerciée de sa franchise et me suis excusée aussi de la situation, mais elle a simplement haussé les épaules en lançant « Les familles, c'est jamais simple ». Plus tard le soir, après avoir couché Maggie, je me suis assise avec Dean sur le canapé, repensant à tout ça, et je lui ai confié que ça me paraissait fou que tant de gens se soient projetés ou aient revendiqué ce prénom. Diane qui voulait perpétuer la tradition, Nicole qui y tenait depuis toujours, Jenna qui subissait la pression depuis des années, et au final, Maggie s'était retrouvée porteuse de cet héritage, presque par accident, au milieu de toute cette histoire et des blessures, pour en faire quelque chose de nouveau. Dean a souri et m'a dit « Elle aura de quoi raconter quand elle sera grande ». Et il n'avait pas tort. Le mardi suivant, j'avais ma séance habituelle avec Adriana. On essayait de remettre un peu d'ordre dans tout ça, et ce jour-là, on a fait émerger la question du pardon. Elle m'a demandé si j'avais pardonné à Jenna d'avoir choisi le prénom Céleste, et j'ai répondu que j'y travaillais encore, mais que la blessure était persistante, même si elle s'atténuait. Puis, elle m'a demandé si je m'étais pardonnée à moi-même. Pour la vengeance, pour avoir volontairement choisi un prénom gênant en sachant les répercussions. Cette question-là m'a atteinte bien plus profondément, parce que jusqu'ici je m'étais concentrée sur la légitimité de mon acte, pas sur ses conséquences ou sur la place du pardon envers moi-même. Adriana m'a expliqué que je pouvais assumer la douleur immense qui m'avait poussée à agir tout en reconnaissant la peine que ça avait causé à Jenna et les remous dans la famille de Ryan. Que les deux choses n'étaient en vrai en même temps. J'avais été blessée, mais j'avais blessé à mon tour. Et grandir, c'était accepter ces deux vérités simultanément. 2 semaines plus tard, mon téléphone a sonné pendant que je préparais le repas. C'était Jenna, en pleurs, mais cette fois de joie. Elle m'a dit « Céleste vient de dire son premier mot, maman, et j'ai tout de suite pensé à t'appeler. Tu sais à quel point ce moment compte. » On a parlé 20 bonnes minutes des premiers mots, des grandes étapes, de la vitesse à laquelle elles grandissent, et la conversation a retrouvé cette aisance, cette intimité sincère qu'on avait perdue depuis si longtemps. Le fait qu'elle m'appelle, qu'elle ait envie de partager ça avec moi, ça m'a vraiment touchée. On ne revenait pas en arrière, mais on posait les bases de quelque chose de nouveau, une envie d'aller de l'avant ensemble. Cette même semaine, Dean est rentré rayonnant. Il venait d'obtenir enfin la promotion qu'il briguait. On a fêté ça avec un dîner à emporter un peu trop luxueux et une bonne bouteille de vin après le coucher de Maggie. Dean a alors sorti son ordinateur et m'a montré le résultat de ses recherches. Un plan d'épargne universitaire pour Maggie, totalement distinct du fonds mis en place par Aurelia. Il voulait que Maggie ait aussi quelque chose venant de nous deux, sans aucun rapport avec les histoires compliquées de famille ou de prénom. On a passé une bonne heure à ouvrir le compte et faire notre premier versement. Et c'était rassurant, ce sentiment d'offrir à notre fille quelque chose sans drame, simplement 2 parents qui pensent à son avenir. Quelques jours plus tard, je me suis installée tranquillement pour écrire une longue lettre à Aurelia, afin de la remercier de tout ce qu'elle avait fait pour Maggie. Je lui ai confié à quel point cela me touchait qu'elle nous ait accueillis dans l'histoire de sa famille, qu'elle ait partagé avec nous toutes ces anecdotes sur les Margaret Rose du passé. Je tenais vraiment à ce qu'elle sache à quel point nous lui étions reconnaissants, pas seulement pour le fonds en fiducie, mais aussi pour ce sentiment d'appartenance qu'elle avait su insuffler à Maggie vis-à-vis de cet héritage. Sa réponse est arrivée 2 semaines plus tard, une lettre à l'écriture hésitante qui m'a étreint le cœur. Elle écrivait que le prénom Margaret Rose trouvait toujours la route des enfants faits pour le porter, que, d'une manière ou d'une autre, l'univers savait remettre les choses à leur place,
même quand on imagine agir pour de mauvaises raisons. Elle ajoutait qu'elle était persuadée que Maggie était née pour perpétuer ce nom et que voir notre famille s'inscrire dans cette tradition lui procurait une joie immense. J'ai pleuré en lisant ces mots, puis j'ai glissé la lettre dans le carnet de bébé de Maggie pour qu'elle puisse la retrouver plus tard. Le mardi suivant, Jenna m'a envoyé un message pour me proposer de tester un cours de yoga maman-bébé avec elle. J'ai failli décliner d'instinct, mais quelque chose m'a incité à accepter. On s'est retrouvés au studio avec nos 2 filles. Le cours n'avait rien d'extraordinaire, juste un groupe de mamans épuisées qui essayaient tant bien que mal de s'étirer pendant que les bébés jouaient sur les tapis. Après, on s'est posé au café voisin pour des smoothies, mais la serveuse s'est trompée sur toute la ligne et on s'est retrouvés avec des verres verts au goût de gazon et d'amertume. Jenna a grimacé et a lâché. L'instructrice n'a pas arrêté d'insister sur ce moment sacré entre mamans, alors que la mienne était littéralement en train de dévorer le tapis. Ça m'a fait éclater de rire. Elle a suivi, et on est restés là, à rire ensemble comme 2 gamines, dans une légèreté retrouvée qu'on n'avait plus connue depuis plus d'1 an. En rejoignant nos voitures, Jenna m'a dit « Tu sais, tout ça va vraiment me manquer, juste pouvoir rire avec toi de trucs absurdes. » Et je me suis rendu compte à quel point ça m'avait manqué aussi. 2 semaines avant le premier anniversaire de Maggie, Diane m'a appelé pour demander si elle pouvait organiser une fête, invitant toute la famille élargie, pour célébrer la petite nouvelle Margaret Rose. J'ai tout de suite prévenu Jenna, pour ne pas la prendre au dépourvu, et elle m'a dit qu'il viendrait, que Céleste devait absolument être là elle aussi. Le jour J, la maison de Diane était pleine de décorations, et il y avait bien plus de nourriture qu'il n'en fallait pour 20 personnes. Les cousins de Ryan étaient là venus avec leurs enfants, sa sœur était là avec son nouveau compagnon, et Aurélia, installée dans son fauteuil, rayonnait en observant l'agitation autour d'elle. Jenna et Ryan sont arrivés pile à l'heure avec Céleste, qui avait tellement grandi depuis la dernière fois. Voir nos filles s'installer côte à côte sur le tapis et se passer les jouets, sans vraiment jouer ensemble mais chacune à leur manière, je me suis dit qu'elles grandiraient avec l'habitude de se connaître. Elles partageraient sans doute les mêmes événements, les mêmes rentrées scolaires, peut-être même se retrouveraient-elles dans la même classe un jour. J'étais heureuse qu'on ait réussi à dépasser une bonne partie de nos tensions pour qu'elles aient la chance de tisser leur propre histoire, sans porter le poids de la nôtre. La semaine suivante, Fabian nous a appelés pour finaliser la mise en place du fonds en fiducie. Dean avait posé sa journée et nous avons rejoint le bureau de Fabian un jeudi matin. Il a tout repris point par point, précisant que Maggie accéderait à ce capital à ses 18 ans pour ses études, son premier logement ou créer son entreprise. La somme avait grandi depuis le début. Et, quand il nous a annoncé le chiffre exact, j'en ai eu le souffle coupé. Ce cadeau inimaginable découlait au départ de mes pires travers, de cette volonté de blesser Jenna. Et voilà qu'il allait désormais façonner tout l'avenir de Maggie. On a signé un tas de papiers et, tout du long, je me répétais qu'un jour il faudrait expliquer à Maggie la responsabilité qui accompagne ce don, espérer qu'elle en fasse bon usage. Le soir, une fois Maggie couchée, j'ai apporté à Dean le carnet dans lequel j'écris depuis le début de ma grossesse. Je lui ai dit « Je veux que tu lises tout, sans rien sauter. » Les pages où j'expliquais ce choix de prénom, né de la rancune, celles où je racontais comment j'étais tombée sous le charme de l'histoire familiale, tout. Il s'est assis sur le canapé et a tout lu d'un trait, tandis que je faisais semblant de regarder la télé, l'observant en silence du coin de l'œil. Lorsqu'il a refermé le carnet, il m'a regardé et m'a dit « C'est important que tu sois aussi honnête, sans te donner le beau rôle, sans minimiser la vengeance. Maggie devra savoir un jour la vraie histoire, même bancale et embrouillée, parce que c'est ça, la vraie vie. » 2 semaines après le premier anniversaire de Maggie, Diane m'a appelé de bon matin en larmes. Aurélia s'était endormie paisiblement pour ne plus se réveiller, et la famille se rassemblait pour préparer les obsèques. 4 jours plus tard, il a fallu affronter la cérémonie. J'ai été très touchée lorsque Ryan est venu me demander si j'accepterais de prendre la parole à propos de la tradition des Margaret Rose. Il a précisé qu'Aurélia avait vraiment tenu à ce que je fasse partie de la cérémonie, que je représentais la suite de cette lignée. J'ai réécrit mon discours une dizaine de fois, cherchant les mots justes. Le jour venu, je me suis levée devant tous. J'ai parlé de la force des héritages, des secondes chances, du rôle parfois inattendu que jouent les nouveau-nés pour rassembler une famille. J'ai évoqué ce qu'Aurélia m'avait appris sur la façon dont les prénoms portent une histoire avec eux, et que le chemin pour se sentir à sa place dans une famille peut se révéler bien plus étrange et sinueux qu'on ne l'aurait imaginé. Ma voix tremblait du début à la fin, mais j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Ensuite, beaucoup sont venus me serrer dans leurs bras, comme si j'étais l'une des leurs. 1 semaine après, l'avocat en charge de la succession d'Aurélia nous a réunis pour la lecture du testament. Elle avait prévu des souvenirs pour chacun, et arrivé autour de Maggie, il a sorti un écrin de velours. À l'intérieur, il y avait un médaillon en or renfermant les photos des 5 Margaret Rose, de minuscules portraits parfaits, dont un de Maggie prise le jour de sa fête. Au dos, l'inscription disait « Pour la fille qui a ramené le nom à la maison ». Et là, dans le bureau du notaire, j'ai fondu en larmes.
Aurélia avait perçu, derrière mon envie de revanche, quelque chose de bien plus profond. Elle avait saisi que, malgré toutes mes motivations confuses, Maggie avait réellement sa place dans cette histoire de famille. Dean m'a ramenée à la maison parce que j'étais incapable de m'arrêter de pleurer, et on a rangé le médaillon dans le coffre-fort, décidé à le donner à Maggie quand elle serait assez grande pour en comprendre la vraie valeur. Après les funérailles, Jenna m'a envoyé un message pour proposer qu'on prenne un café, alors comme d'habitude, on s'est retrouvés dans le petit bistrot à mi-chemin entre chez elle et chez moi. Elle m'a confié que voir à quel point Aurélia aimait Maggie, et constater l'accueil chaleureux de toute la famille, lui avait ouvert les yeux sur le vrai sens de l'héritage familial. Pour elle, ce n'était plus une question de contrainte ou de pression, ce qu'elle avait toujours ressenti avec Diane, mais plutôt une histoire de transmission, d'appartenance, d'être incluse dans quelque chose qui traverse les générations. Et là, à ma grande surprise, elle a ajouté qu'elle était profondément heureuse que ce nom passe à quelqu'un qui serait entouré de toute cette histoire, d'amour aussi, et qu'au fond, tout devait peut-être se dérouler ainsi, même si le parcours avait été semé de peine et de colère. 6 mois ont filé, durant lesquels on aurait presque cru que tout était revenu à la normale entre nous. On organisait des goûters tous les 15 jours, on échangeait des messages sur nos galères de jeunes mamans, et petit à petit, une nouvelle amitié s'est recréée entre nous, différente sans doute, mais bien réelle. Un mardi, Jenna a appelé pour savoir si elle pouvait passer. Elle est arrivée avec Céleste, toute fébrile, et m'a finalement annoncé qu'elle attendait un 2e bébé. À peine 2 mois de grossesse, mais elle tenait à ce que je sois la première au courant. Et surtout, elle voulait qu'on choisisse les prénoms ensemble cette fois, au lieu de tout décider seule. Toute l'après-midi, on a feuilleté des livres de prénoms et traîné sur Internet, à éliminer les choix improbables, à rire de certaines propositions vraiment farfelues, à prendre le temps de vraiment discuter de ce qui nous parlait. Jenna voulait un prénom qui ait du sens, mais sans que toute l'histoire familiale ne pèse dessus, et je l'ai aidée à réduire la liste à quelques coups de cœur qui leur ressemblaient parfaitement. Avant de partir, elle m'a serré fort et m'a murmuré qu'elle était heureuse qu'on ait réussi à retrouver ce lien, une amitié nouvelle, différente d'avant mais sincère. Maggie, à 14 mois, a fait ses premiers pas hésitants dans le salon. Dean et moi, on a applaudi comme si elle venait de décrocher l'or aux Jeux Olympiques, et elle était si fière d'elle avant de s'écrouler sur sa couche. La regarder s'y remettre, décidée à atteindre le canapé, me faisait mesurer tout le chemin parcouru, depuis la revanche jusqu'à l'instant présent. Impossible de regretter le choix de ce prénom. Il nous avait offert Diane et Aurélia, le fonds fiduciaire, et finalement ce chemin vers Jenna. Parfois, les décisions les plus imprévisibles débouchent sur les plus belles surprises, et j'apprenais peu à peu à faire la paix avec tout ça. La douleur et la réparation, la vengeance et le pardon, la manière dont la vie s'organise rarement selon nos plans. Maggie s'est relevée, a avancé encore de 3 pas avant que Dean la rattrape, et son éclat de rire a empli la maison d'une joie qui n'avait plus rien à voir avec les prénoms ou les histoires passées, mais simplement avec le bonheur d'être aimée, telle qu'elle est.